Chers amis, puisque vous êtes bien installés, nous allons pouvoir commencer. Il n'y a personne qui arrive, en tout cas pas des foules. Donc, nous allons commencer tout de suite, parce que vous êtes, je le suppose, impatients d'entendre ce que Marianne a à nous raconter. Alors, je ne sais pas qui est la reine des Camisards, on le saura peut-être tout à l'heure, mais je sais qui est la reine des historiennes des Camisards. Là c'est bien trouvé. C'est Marianne. Et je pourrai à la fin vous montrer quelques-uns de ses ouvrages et vous pourrez, si vous le désirez, les acheter et peut-être même obtenir une signature. Inutile que je vous raconte davantage de choses sur Marianne, elle est connue. Et ce que vous attendez, c'est qu'elle nous parle de cette fameuse reine. Donc, Marianne, tu as la parole. Merci Claude. Chers amis, merci d'être venus nombreux pour découvrir la reine des Camisards. Vous avez sous les yeux, enfin je l'espère, il y a encore quelques exemplaires disponibles, sous les yeux une vue du château de la reine des Camisards, prise du mas de Villars, près d'Avèze, Gard. C'est une estampe du 19e siècle, un peu sombre, une estampe pas rare. Je l'ai toujours vue encadrée dans la maison de mon grand-père à Anduze. C'est le titre qui attire, Château de la reine des Camisards. Le titre attire et intrigue. Il suscite plusieurs questions. D'abord, d'où sort cette image ? Puis, qui est cette reine des Camisards anonyme ? Alors, un nom a été proposé tardivement, une hypothèse. Et partant de ce nom, dernière question, que sait-on de la vie de la femme ainsi titrée ? Donc, ces questions, je vais les prendre l'une après l'autre. D'abord, l'image. L'estampe, vous pouvez le voir, est signée Villeneuve 1833 et Engelmann. Engelmann, c'est le lithographe. Et l'estampe, Villeneuve, est d'après un dessin d'un certain De Bèze. On connaît maintenant le dessin original. C'est une aquarelle de Jean-Joseph Bastier de Bèze, né au Vigan en 1780. Et l'aquarelle est intitulée « Vue prise du mas de Villars, près Avèze, Gard », datée de 1832. L'aquarelle a été acquise en 2011 par le musée du Vigan. Je ne sais pas si elle est exposée, mais en tout cas, elle est conservée au musée du Vigan. Frédéric Villeneuve en a tiré une lithographie présentée au Salon de Paris en 1833. Et au Salon de 1835, De Bèze a exposé la même vue dans la section dessin, intitulée cette fois « Vue du château de la reine des Camisards, près du mas de Villars, près d'Avèze ». À la suite, Villeneuve a fait appel à Engelmann, le grand lithographe, pour en tirer une lithographie d'excellente qualité. Et cette lithographie figurera dans les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France du baron Taylor et de Charles Nodier. Vous savez, c'était une série monumentale en 24 volumes qui a commencé vers 1820. Et le dernier volume sur le Languedoc est sorti en 1837. C'est dans ce volume que figure le dessin, enfin la vue du château de la reine des Camisards. Et c'est de ce volume qu'est tirée la reproduction que vous avez sous les yeux. Alors, quel rapport entre le château d'Avèze et les Camisards ? Ce château avait été une place forte huguenote au temps des guerres de Rohan. Mais depuis 1636, il était passé en main catholique et même disputé en justice entre deux branches de la famille de Vabre. Tout un procès, qu'on a appelé le Grand Procès des Cévennes, qui a duré plus de 150 ans. La guerre des Camisards est passée là-dessus, mais sans incidence notable. Tout juste en 1703, une troupe de Camisards est signalée à Avèze. Elle a tenté de brûler l'église, mais le château n'est pas mentionné.
En 1731, l'héritier de la branche possessionnée a vendu le château avec le titre de marquis d'Avez à un riche notable de Montpellier, de la famille de Mazade, famille de fermiers généraux. Et les Mazades vont donc, à partir de ce moment, s'appeler Mazades d'Avez, se faire appeler Mazades d'Avez. Mais jusqu'en 1789, parce que à cette date, donc juste avant la Révolution, le Parlement de Toulouse a mis un point final au procès et a restitué le château à l'autre branche, la branche qui avait été évincée, qui entre-temps était devenue la famille du marquis de Montcalm. D'ailleurs, actuellement, ce château d'Avez, sur les guides touristiques, s'appelle le château de Montcalm. Étienne de Mazade, le petit-fils de l'acquéreur du château en 1731, dépossédé du château et du titre de marquis, donc en 1789, et il est resté très amer. Il a publié en 1833 une plaquette sur le Vigan et Avez, intitulée « Souvenirs et regrets ». L'occasion lui en a été donnée précisément par le tableau de Debèze exposé au salon de 1833, représentant, dit-il, une vue charmante du château d'Avez. Dans cette plaquette, Étienne de Mazade recyclait là un texte qu'il avait publié déjà en 1827 où il évoquait le vallon d'Avez et son château. Et je le cite, « On prétend que ce château fut autrefois la demeure de la reine des Camisards. Cette prétention a donné lieu à une superstition répandue dans ce pays et qui consistait à croire que si l'on ouvrait celle des tours qui avaient été fermées au rez-de-chaussée, tout le village d'Avez serait réduit en cendres ou serait au moins victime de quelque grande calamité. Cette superstition a été si longtemps enracinée parmi le peuple qu'aucun propriétaire de ce château n'a osé faire ouvrir cette tour. Enfin, l'avant-dernier possesseur, donc là, je suppose qu'il parle de lui-même, plus incrédule ou peut-être plus curieux, a bravé toutes les malédictions et dans l'espoir de trouver le trésor caché, il a fait ouvrir la tour. Cette ouverture a été difficile, les murs étaient d'une épaisseur inconcevable et on a pu parvenir à l'intérieur de la tour qu'à l'aide de la mine. On y est arrivé et l'on n'a trouvé pour toute richesse que des ossements humains amoncelés ou pulvérisés, ce qui a donné lieu de penser que le prétendu trésor était les restes des morts sur un champ de bataille, soigneusement renfermés dans cet endroit. Donc on voit que Mazade prend ses distances avec une tradition locale mêlée de superstitions populaires. Et comme il taquinait la muse, il publiait à la suite de son texte un poème de sa composition, qui commençait comme ça, « Salut vallon charmant, salut verte montagne ». Bon, c'était pas montagne bien aimée, mais voilà, presque. Bon. Tous mes sens sont émus à l'aspect du tableau que termine à mes yeux cet antique château, des fiers Camisards, refuge redoutable, de leur reine jadis, retraite mémorable. Vous entendez les rimes. Dans sa nouvelle plaquette, en 1833, Mazade en disait un peu plus sur la reine des Camisards. Et je le cite encore. « On a prétendu que le château d'Avez avait été pendant la guerre des Camisards la retraite de leur reine et qu'après une action très chaude qui s'était passée à peu de distance du château, elle s'était empressée d'enfermer ses trésors dans une des tours et de prendre la fuite. » Il ajoutait une petite note. « Cette reine n'était qu'une femme du peuple que ses vertus et son courage avaient fait choisir par les Camisards pour les commander. » Mazade, qui n'était pas protestant et qui n'aimait pas du tout les désordres, ni ceux des Camisards, ni ceux des révolutionnaires de 89 qu'il avait expérimentés, Mazade manifestait donc un peu de fierté pour la légende de son château et même une certaine sympathie pour leur prétendue reine, vraie héroïne. Il semble bien que c'est grâce à Mazade que le lithographe Villeneuve a modifié le titre du dessin de Debèze en y ajoutant « le château de la reine des Camisards » qui devient le sujet, alors même qu'il n'est pas au centre. Vous voyez bien qu'il est excentré et dans l'ombre, on le voit à peine. Mais Villeneuve avait déjà en tête l'usage possible pour les voyages pittoresques et romantiques du baron Taylor auquel il collaborait. À l'époque, les Camisards étaient à peine connus du grand public. C'était avant
le grand roman feuilleton d'Eugène Sue, Jean Cavalier ou Les fanatiques des Cévennes, qui date de 1840. Mais le sujet était tout de même dans 2 ou 3 petits romans de seconde zone, par exemple celui de Dinocourt, Le Camisard en 1821, ou Roswald, Jean Cavalier ou Les Camisards et les Cadets de la Croix, 1831. Dans ces petits romans, comme dans la légende orale rapportée par Mazade, l'image des Camisards est ambiguë. Ce sont des personnages héroïques au nom de la liberté, mais fanatiques et cruels. Je renvoie là à la grande thèse de Philippe Joutard, qui date de 1974. C'est l'occasion de célébrer, de commémorer en tout cas le cinquantenaire de cette thèse phare. Et Joutard fait de la légende de la reine des Camisards, qu'il cite, un exemple de légende plutôt négative des Camisards, puisque la Camisarde porte une malédiction collective. La légende, écrite ou orale, renvoie cependant à une histoire plus ou moins connue, l'histoire des Camisards. Alors, qui était cette reine des Camisards, cette héroïne anonyme? Donc j'en viens au nom qui a été proposé, à l'hypothèse. Une hypothèse développée par un article du Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français en 1934. L'article portait sur l'histoire de l'Église réformée d'Avèze et cite la légende, et l'auteur de l'article identifie formellement la reine des Camisards du château d'Avèze. Il dit ceci: cette reine, ou princesse des Cévennes, a existé. C'était une jeune bergère inspirée, une prophétesse du nom de Marie Planck, qui fut la femme de Henri Castanet. Alors il a 2 arguments. D'abord, cette histoire de troupes de Camisards signalée en 1703 à Avèze, mais argument fragile puisqu'on n'a pas de source primaire là-dessus, et puis le château ni Castanet ne sont mentionnés. Et deuxième argument plus solide, les premiers chroniqueurs de la guerre des Camisards évoquent une compagne de chef Camisard appelée la princesse des Cévennes. Et là, l'auteur se réfère à Antoine Court, Histoire des troubles des Cévennes de 1760, et Court cite les 2 premiers historiens chroniqueurs de la guerre, Louvreloeul en 1704 et surtout Bruès, qui a beaucoup pompé, si je puis dire, Louvreloeul, en 1713. Et tous les 2 racontent le ridicule mariage de Castanet, prophète fanatique, aussi laid qu'un petit ours. Petit, c'est pas gentil, c'est juste qu'il était très petit, et contrefait. Donc ce mariage de l'ours avec la bête, avec une fille jeune et jolie nommée Mariette, cruelle prophétesse. Et je cite Bruès, « Ce mariage fut solennisé avec de grandes réjouissances. Toutes les communautés rebelles lui firent des présents. Son épouse fut magnifiquement parée et on lui donna le titre de princesse des Cévennes. » Louvreloeul, lui, en 1704, évoque la future femme de Cavalier, originaire de Nerre, et il dit ceci: « Cavalier offrait de l'épouser solennellement dans une assemblée nombreuse, de l'habiller richement et de lui donner publiquement le titre de duchesse des Cévennes. » Donc pas tout à fait le même titre, mais un titre analogue dans des circonstances analogues. Et peut-être plus important, on a une lettre de la sœur Ursuline de Mérez, qui est une correspondance avec un prêtre de Clermont-Ferrand et qui chroniquait les événements à Nîmes entre 1703 et 1705. Et elle écrit en novembre 1703 « Je vous apprends que Cavalier s'est marié parmi les Camisards, sa femme qu'on appelle Mademoiselle la princesse des Cévennes, etc. » Et puis, dans une lettre de février 1704, plus tard, elle écrit encore « On prit l'autre jour dans Saint-Chapt la femme de Cavalier, celle qu'il avait épousée depuis peu et qu'il faisait appeler, alors cette fois, la comtesse de la Vaunage et princesse des Cévennes. » Donc on voit circuler un certain nombre de titres affectés à des femmes de chefs Camisards au moment de leurs noces. Princesse ou duchesse des Cévennes, ces titres viennent de témoins hostiles et sont toujours associés à un scandale
le scandale de noces publiques hors de l'Église. Et ces titres sont aussi là pour ridiculiser la vanité des chefs camisards. Et là, Antoine Court, qui les cite, vole au secours des camisards. Il écrit « Ces prétendus titres sont des inventions malveillantes des chroniques de ces pseudo-historiens catholiques. » Et Court récuse toute prétention aristocratique chez les chefs camisards. Il écrit « Jamais cavalier ne pensa à donner de titre fastueux de duchesse à sa future épouse, encore moins d'ailleurs celui de duchesse des Cévennes. Il lui eût plutôt donné celui de duchesse de Languedoc. » Bon, d'ailleurs, la duchesse des Cévennes de Cavalier n'a pas prospéré dans l'historiographie camisarde. Cavalier, en fait, n'a pas épousé l'amie que d'aucuns lui ont prêté au désert, à la différence de la princesse des Cévennes de Castanet, qui, elle, a ressurgi au temps des romantiques, par exemple dans le petit roman de Roswald ou aussi chez Perrat. Et là, la femme de Castanet est bien présentée comme princesse des Cévennes, sans connotation négative. Dans tous les cas, ni à l'époque, ni dans les fictions camisardes du XIXe siècle, il n'est question d'une reine des camisards, à proprement parler. Mais, admettons, une amplification locale, très locale, à Vèze ou le Vigan, amplification du titre de princesse des Cévennes. Et donc, gardons l'hypothèse de la femme de Castanet, le garde de l'Égoile, comme reine des camisards. Et donc j'en viens à la vie de cette femme de Castanet. Sur sa vie, les sources sont multiples. Non seulement on a les chroniqueurs catholiques déjà cités, mais aussi des camisards et même des pièces d'archives. Du côté camisard, on a Jean Gaubert, un ancien prédicant camisard, devenu plus tard prédicant au désert, dans la ligne d'Antoine Court et Pierre Cortez. Et ce Jean Gaubert a rédigé, à la demande d'Antoine Court, ses souvenirs vers 1740. Lui évoque la jeune prophétesse devenue la femme de Castanet, qu'il a sans doute connue à ses débuts, puisqu'il prêchait dans la même période, dans le même coin. Il cite, il évoque une fille nommée Marie, autre nom, la Blondine. Ah, voilà un autre nom qu'on donne à la femme qu'on a donnée, que les camisards donnaient à la femme de Castanet. Elle était née au hameau de Lavalette. Lavalette, c'est un écart de Valrogue. Il ne donne pas de date, mais on peut supposer qu'elle est née peu avant 1685. Je le cite encore, « C'était une pauvre fille qui gardait les brebis. Elle se mit à prêcher par révélation, comme on disait. » Là, il prend ses distances à l'égard des révélations. Il écrit au temps d'Antoine Court. Elle apprit à lire et savait si bien et bon français qu'auparavant, elle n'en savait pas un mot, que tout le monde en était étonné. On voit un peu la même histoire que pour la bergère de Saou, de Cray, Isabeau Vincent, en 1688. Mais on a d'autres exemples dans ces années 1701, 1702, de prophétesses parlant occitan et prêchant en bon français. Elle prêcha 3 ans, écrit Gaubert. Donc on a là, entre 1701 et 1703, au moins, une prophétesse qui est aussi attestée dans les mémoires d'Élie Marion. Dans la relation d'Élie Marion, en 1710, il compte la Blondine, comme on l'appelle, dit-il, la Blondine, au nombre de ceux et celles qui avaient reçu le don de prédication. Donc la Blondine, femme de Camisard. Elle est entrée, son frère sans doute est d'abord entré dans la troupe de Castanet et elle a suivi la troupe. Alors Henri Castanet, lui, était né en 1673, donc plus âgé. Il était de Massevac, près de Vébron. Il était valet, peigneur de laine ou garde des bois de l'Égoile. Il avait il s'était enrôlé il avait quitté la France et s'était enrôlé dans le régiment huguenot de Guillaume d'Orange jusqu'à la paix de Ryswick en 1697. Et là, il était devenu
prédicant prophète, lui aussi, entre 1701 et au moins jusqu'en 1705, jusqu'à sa mort. Il était d'abord dans la troupe de la Porte, et puis il a eu sa propre troupe qui travaillait, sillonnait le secteur des Hautes-Cévennes, la montagne. Alors, Castanet, on a pas mal d'éléments sur lui. On sait qu'il a plusieurs coups d'éclat. En février 1703, c'est lui qui a entraîné le baron de Salgas au culte à Vébron, ce qui a valu au baron de Salgas d'être arrêté et condamné aux galères un peu plus tard. C'est lui aussi, Castanet, qui, avec Roland, a mené une expédition punitive contre le village catholique de Fraissinet-de-Fourques, aussi en février 1703. Et là, cette expédition a donné lieu à un massacre de civils, quand même une trentaine de civils, semble-t-il. Bon. Et puis, autre coup d'éclat, ses noces. Là, probablement en mai 1703, un peu plus tard, ses noces publiques, festives, dans la montagne, avec éclat, et des noces qui lui donnent l'occasion d'un autre coup d'éclat. Il va gracier, par amour, dans la joie de son mariage, il va, explique-t-il, gracier toute une bande de catholiques du village, de villageois de Fraissinet-de-Fourques, il en restait quand même, et ils étaient promis à une fin probable, et il va les gracier, les libérer. Ils pourront repartir avec toutes les provisions qu'ils avaient ramenées de la foire de Bar. Autre coup d'éclat qui est relaté à la fois par Louvreloeul et par Gaubert, quand Mariette, la blondine, est arrêtée parce qu'elle est surprise prêchant dans une maison. Elle a été arrêtée à Valrogue par la milice de Valrogue, et Castanet, l'apprenant, a pris en otage la femme d'un des consuls de Valrogue et a réclamé en haut lieu, auprès de Montrevel, par émissaire interposé, réclamé l'échange des otages. Et donc il a obtenu Mariette par échange avec la femme du consul. Ensuite, on ne sait pas très bien ce que devient la blondine. Charles Bost l'a dit, mais sans citer ses sources, qu'elle était rapidement domestique à Saint-Laurent-le-Minier, chez le seigneur du lieu, monsieur de Sarret. Saint-Laurent-le-Minier, c'est près de Ganges, donc pas du tout sa terre natale. Bon, elle est donc employée chez lui, qui est catholique, mais qui semble avoir été plutôt bienveillant. Mais en même temps, on apprend aussi par d'autres sources qu'en janvier 1704, elle fait des assemblées, la blonde fait des assemblées, elle prêche du côté d'Ardaillès, là cette fois du côté de Valrogue. Et on sait que 4 femmes et filles qui s'étaient rendues aux assemblées pour entendre prêcher la blonde ont été fouettées jusqu'au sang par le brigadier Planck, un homonyme. Et la femme de Castanet, donc elle a été quand même par intermittence à Saint-Laurent-le-Minier et aussi à Montpellier, chez les de Sarret, dont la résidence principale était à Montpellier. En tout cas, en septembre 1704, après la mort de Roland a été tué en août 1704, après la mort de Roland, Castanet comprend qu'il n'y a plus d'espoir de gagner la guerre, et il décide de se rendre, et il demande à ce que lui et sa femme, qui à ce moment-là est à Montpellier, puissent partir en exil à Genève. Et d'autres chefs camisards obtiendront aussi la possibilité de partir en exil à Genève. C'est le moment où Villars essaie d'en finir avec les camisards et espère obtenir
non pas par les armes, mais par la négociation, la fin de ce soulèvement, et plutôt réussi comme fin. Alors, Castanet et sa femme arrivent à Genève en octobre, et là, ils doivent faire régulariser leur mariage, parce que c'était un mariage au désert, mais sans papier. Et donc, on sait que le 19 octobre, ils se marient au temple de Chêne, alors c'est dans la campagne de Genève, et c'est grâce à cet acte de mariage qu'on sait que Marie, la femme de Castanet, s'appelait Marie Planck. Son patronyme est connu comme cela. Et à Genève, il faut encore parler d'eux, les Castanet. Rapidement, ils sont... le consistoire de Genève entend parler de prêches clandestins dans les familles de réfugiés à Genève. Et en novembre, le consistoire censure l'hôte réfugié et Castanet, enfin Castanet étant lui-même n'est pas redevable du consistoire, mais l'hôte, oui, défense de ne plus se mêler de semblables choses. Donc on n'a pas le droit de prêcher comme cela sans titre. Et fin décembre, Castanet et sa femme sont tous les deux chassés de Genève. Sa femme aussi était considérée comme fanatique. C'est pas seulement parce qu'elle est la femme de Castanet qu'elle est chassée, mais aussi parce qu'elle est fanatique. On dit même, et ça c'est la sœur de Mérez, toujours bienveillante, qui dit qu'elle a même été fouettée à Genève, tellement elle était insupportable et fanatique. Donc ils sont chassés, et Castanet, qui ne doute de rien, demande aux résidents de France, en Suisse, la clausure, un passeport pour rentrer en France, en disant que voilà, finalement l'air de Genève ne lui convient pas et qu'il voilà, il a le mal du pays, il veut rentrer. La clausure refuse et évidemment alerte les autorités royales en Languedoc du possible retour de Castanet en Languedoc. Ils partent tous les deux et en tout cas à Valence ils se séparent, on ne sait pas s'ils sont partis ensemble, en tout cas à Valence ils se séparent, et Marie, la blondine, se dirige vers Montpellier. Elle a l'idée d'aller toujours chez les de Sarret en espérant être protégée. Le 1er mars, Baville annonce au ministre Chamillard l'arrestation de Mariette, la femme de Castanet, qui était venue lui demander un passeport pour son mari. Donc elle aussi, elle ne doutait de rien. Et Baville dit qu'évidemment, il a fait arrêter Mariette. Castanet, du coup, a, semble-t-il, essayé encore de demander un passeport à Baville, mais sans succès. Et puis, donc Baville est en alerte, et on a, en plus, intercepté une lettre adressée par intermédiaire de Castanet à la blonde. La blonde, c'est évidemment sa femme. Grâce à cette lettre interceptée, Castanet est arrêté le 17 mars vers Méjam-le-Clap en Vivarais. Il va être traduit, ramené à Montpellier pour être interrogé par Baville. Et il est interrogé pendant plusieurs jours. Et le 26 mars, Castanet est rompu vif à Montpellier, sur la place du Pérou. Et vous savez, donc Castanet a refusé non seulement il a refusé d'abjurer, il a refusé les confesseurs qu'on lui amenait au lieu d'exécution, sur la roue. Retirez-vous, sauterelle du puits de l'abîme. Donc il citait l'Apocalypse. Donc vous voyez, il était tout à fait dans son... Voilà, oui, dans son rôle, c'est sûr. Voilà. Et il est mort, donc, atrocement, là, sur la roue. La femme de Castanet, qui était enceinte, elle était à la prison de la citadelle de Montpellier. Et ça, là, c'est ce que explique l'Ursuline, la sœur de Mérez, à son correspondant. Et voilà, on sait qu'elle est enceinte et en prison. Et donc, comme elle est enceinte, elle ne peut pas être jugée tout de suite. On va attendre qu'elle ait accouché. Et en attendant, on peut la faire parler. Elle peut encore livrer
des choses intéressantes. Bon, elle a dû accoucher, c'est sûr, puisque le 19 août 1705, la Blondine, c'est sous ce titre, c'est ce nom, qu'elle est emprisonnée. On sait qu'elle est emprisonnée à la Tour de Constance à Aigues-Mortes. La Tour de Constance qui était devenue la prison pour les femmes. C'était peu après, 6 mois après, la fuite d'Abraham Mazel extravagante avec toute une série de prisonniers à la Tour de Constance. Bon. Donc maintenant c'est une prison pour femmes. Et on sait aussi que le 31 décembre 1705, elle était encore prisonnière à la Tour de Constance. Puis après, on peut suivre la relation de Jean Gaubert, le camisard repenti, qui écrit « Après qu'elle y eut resté un temps à la Tour de Constance, elle épousa en secondes noces un sergent de la garnison, en eut quelques enfants, et il y a quelques années qu'elle est morte. » Le récit est fait vers 1740, et j'ai lu, mais sans source, qu'elle a dû mourir vers 1727. Alors, ça ne fait pas une fin formidable pour une reine des Camisards. Napoléon Peyrat, dans son Histoire des pasteurs du désert, publiée en 1842, a raconté autrement la fin de la femme de Castanet. Il écrit « Elle accoucha d'une fille dans la citadelle, donc la prison de Montpellier. Après les troubles, elle revint dans le Gévaudan et obtint pour son enfant la restitution des biens de son mari. Cette orpheline, donc la petite Castanet, unique rejeton de sa famille, épousa un nommé Malaval, et c'est sous ce nom que la postérité de Castanet existe encore aujourd'hui à Massevaques. Et Peyrat avait mené l'enquête à Massevaques. À Massevaques, les Malaval transmettaient l'histoire du chef camisard Castanet et de sa femme, leur aïeul, un peu comme au Mas-Soubeyran pour le chef camisard Roland. Alors, pour résumer, au vu des sources dont nous disposons, dont j'ai fait état, 2 traits saillants marquent la personne de Marie Planck. D'une part, la bergère, devenue entre 1701 et 1705 l'une des principales prophétesses prédicantes au désert, et même pendant quelques mois encore à Genève, peut-être même après, on n'en sait rien. D'autre part, la femme du prophète prédicant camisard Castanet, épousée publiquement au désert, donc un mariage extraordinaire, qui a donné lieu donc à des gestes extraordinaires, c'est le geste de grâce, puis l'échange d'otages. Une femme fidèle à Castanet, puisqu'elle le suit dans l'exil, alors qu'elle était à Montpellier, et il lui demande de le suivre, elle le suit. Alors que, apparemment, d'après Élie Marion, elle avait tout lieu de ne pas être tout à fait sûre de la fidélité de Castanet. Mais enfin, bon, là, elle est fidèle, elle le suit. Et ensuite, elle va négocier avec Baville un passeport pour son mari. Puis, elle va revendiquer pour leur fille orpheline la restitution des biens du père exécuté comme rebelle au roi. Bon, enfin, rien ne fait de Marie Planck la reine des Camisards de la légende rapportée par Mazad. Mazad parle d'une femme du peuple, là, oui. Une femme choisie pour son courage et ses vertus, oui, on peut dire. Mais enfin, elle a été choisie par le chef, comme femme du chef, pas comme chef d'une troupe de Camisards. Et pour le reste, qu'elle ait combattu à la tête d'une troupe et qu'elle ait caché un trésor au château d'Avez avant de s'enfuir, là, même Mazad n'y croyait pas. Donc l'hypothèse Marie Planck en reine des Camisards au château d'Avez, il faut reconnaître que c'est une impasse. Alors, d'où vient cette légende de la reine des Camisards au château d'Avez ? Il faut noter que la légende n'est attestée autour de 1830 que par Étienne de Mazade, alors qu'à la même époque, l'artiste du Vigan, d'une famille viganaise, semble ignorer cette légende. Mazade est le seul témoin du nom de
reine des Camisards et d'une superstition qui, à l'entendre, était collective et bien enracinée dans un pays, le Viganais, aux 3/4 protestant, comme il le reconnaît lui-même. Mazade n'a pas lu les historiens de la guerre des Camisards, il n'a pas lu Cours, il aurait pu lire la réédition de Cours de 1816, il n'a pas lu, il ne s'y intéresse pas vraiment, il a 5 lignes sur les Camisards très vagues, et même partiellement fausses. Ces sources sont orales et, dit-il, populaires. Alors là, sur populaire, j'ai des doutes. Et du coup, j'imagine. Il se pourrait que, jeune enfant au château d'Avez, il ait entendu, Étienne de Mazade, ait entendu son père, Laurent de Mazade, marquis d'Avez, raconter l'histoire de Mariette, princesse des Cévennes, transmise dans la famille de Sarret de Saint-Laurent-le-Minier, parce que Laurent de Mazade était le beau-frère de la petite-fille de cette famille, de Sarret, qui a recueilli, peut-être trahi, peut-être protégé la princesse des Cévennes. Alors, peut-être que dans son imagination d'enfant orphelin à 8 ans, Étienne de Mazade a perdu son père à 8 ans, il a pu associer le château natal, un château perdu quand il écrit sa légende, associer le château natal, son père, mort en 1765, et l'héroïne dont il tenait de lui la légende. À moins qu'il n'ait amplifié l'histoire à dessein, un peu comme un storytelling à l'usage de ses locataires anglais, parce que Étienne de Mazade, qui avait fait beaucoup de travaux au château, et entre autres percer la tour, il s'était endetté, et on sait qu'il faisait chambre d'hôte l'été, dans une aile du château, un peu un Airbnb, et que, en tout cas en 1787, il recevait un lord anglais qui lui-même recevait les pasteurs locaux, le pasteur du désert, Gall la Devèze, le pasteur du Vigan, et puis un autre, donc qui, eux, pouvaient être intéressés par cette histoire de reine des Camisards. Bon, toujours est-il que, en 1833, avant Eugène Sue, le lithographe Villeneuve, a compris le potentiel d'attraction de la légende des Camisards. Il s'est saisi de la légende fournie par Mazade pour retitrer le dessin de Debèze en mettant « Château de la reine des Camisards », pour exposer le dessin au salon de 1835 à Paris et pour le diffuser par les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France en 1837. Et nous voilà ramenés à notre point de départ, donc une boucle pour rien. Je vous remercie de votre patience.